Bienvenue aux théories de Steve. Je m'appelle Steve et ça c'est Evan et on va parler des exoplanètes. Donc qu'est-ce qu'une exoplanète? Une exoplanète, c'est une planète qui orbite une étoile en dehors du système solaire. One. Donc, l'histoire des exoplanètes. Le 9 janvier 1992, les radioastronomes Alexander Wolfskan et Dalf ont annoncé la découverte de deux planètes et en orbite autour du pulsar PSR 1257 plus 12. Cette découverte a été confirmée et est généralement considérée comme la première détection définitive d'exoplanètes. One. Le 21 mars 2022, NASA confirme que le nombre d'exoplanètes connu est de 5000. Kepler, lancé par la NASA le 7 mars 2009, a découvert des milliers d'exoplanètes en observant les changements dans la luminosité des étoiles. TESS, c'est-à-dire Transiting Exoplanet Survey Satellite, lancé le 18 avril 2018, poursuit ce travail en recherchant des planètes en dehors de notre système solaire, en se concentrant sur les étoiles proches et brillantes. Les scientifiques pensent qu'il existe des millions, voire des milliards d'autres planètes et d'exoplanètes dans notre univers. En fait, la plupart des astronomes affirment désormais que la grande majorité des étoiles sont entourées d'au moins quelques planètes. Donc, Steve, vas-y, on va expliquer, on va essayer de catégoriser les différents exoplanètes. Commençons par parler des différents types d'exoplanètes. Tout comme les planètes de notre système solaire, il existe sous différentes formes, tailles et compositions. Il y a d'abord des planètes telluriques, des mondes rocheux comme la Terre ou Mars, composés de métaux et de roches silicatées, souvent situés près de leurs étoiles. Ensuite, nous avons les géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, qui sont des planètes massives, principalement constituées d'hydrogène et d'hélium. Certaines, appelées Jupiter chaudes, orbitent extrêmement près de leur étoile et atteignent des températures brûlantes. On trouve aussi les géantes de glace, comme Uranus et Neptune, riches en eau, ammoniac et méthane sous forme de glace. Il existe également les super-terres, des planètes plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune. Elles peuvent être rocheuses, gazeuses ou même recouvertes d'océans. Enfin, nous avons les mini-Neptunes, des petites versions de Neptune dotées d'une épaisse atmosphère. La diversité des exoplanètes est tout simplement stupéfiante, et chaque type nous aide à mieux comprendre comment les planètes se forment et évoluent. Donc, tu penses quoi, Steve? Tu sais qu'il y a une théorie sur les exoplanètes? Ah ouais? Ouais, la théorie de la forêt sombre. Donc c'est une conjoncture tentant de répondre au paradoxe de Fermi selon laquelle de nombreuses civilisations extraterrestres peuvent exister dans l'univers, mais que notre incapacité à les détecter tiendrait au fait que leur comportement est à la fois silencieux et paranoïaque. En vérité, ça pourrait être vrai, c'est intéressant comme truc. Attends, mais Evan, comment on sait si une exoplanète est habitable? Une planète habitable est une planète qui peut accueillir la vie pendant une période significative. Basée sur notre système solaire, la vie nécessite de l'eau liquide, de l'énergie et des nutriments. Pour que l'eau puisse exister sur une planète, il faut que celle-ci soit située dans ce appelle la zone habitable. La zone habitable est la distance d'une étoile à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface des planètes en orbite. C'est-à-dire pas complètement gazeux, puis pas complètement, puis pas complètement solidifié aussi, ou juste qui, comme ça existe quoi, comme ça c'est sous forme liquide. Une planète ne peut pas être trop loin ou trop près de l'étoile qu'elle orbite, sinon l'eau ne pourrait pas exister. Donc Ah, mais c'est c'est comme ça. bien compliqué. Ouais. Mais tu sais ce qui est encore plus compliqué? Vas-y, on va juste Qu'est-ce passer maintenant à certaines des exoplanètes les plus étranges et fascinantes. Et je te promets, je vais te montrer quelque chose de plus compliqué.
Ces mondes Ok. sont si incroyables qu'on pourrait croire qu'ils sortent tout droit de romans de science-fiction. Prenons Prenez Wesh. HD 189 733B. Déjà, c'est beaucoup à la gorge, c'est un nom incroyable. Par- Ouais. donc, cet exemple, cette planète est un bleu profond, mais ne vous fiez pas à sa beauté. Il pleut du vert en fusion sous forme d'averse horizontale à cause de cette Comment température ça? extrême. Ouais, c'est incroyable, c'est une truc dingue. Et des vents violents, comme incroyable. La Et dinguerie. vraiment. De plus, il y a le Cancri 55E. C'est une super terre qui pourrait être recouverte d'une couche de diamants. T'imagines? Ouais. Une planète en diamant. Oh, tu pourrais être l'homme le plus riche. Bon, peut-être pas, C'est puisque... incroyable. Ouais. De plus, ou encore peut-être la planète WASP-12b, une planète si proche de son étoile qu'elle est étirée en forme d'œuf et lentement dévorée. Ce monde étrange nous rappelle que l'univers est plein de surprises et que nous avons encore tant à découvrir. Oh. Lentement dévoré. Comment ça? Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais comment la vie, quand on réfléchit à tout ça, comment la vie pourrait exister sur cette planète? Bah, genre, si les conditions le permettent, la vie sur les exoplanètes pourrait évoluer de manière similaire à celle de la Terre ou de manière totalement différente selon l'environnement. Donc, il y a des possibilités comme la vie microbienne. Donc, des simples organismes ressemblant à des bactéries pourraient exister dans des conditions extrêmes, comme dans les profondeurs souterraines ou dans des sources hydrothermales, semblables aux extrémophiles sur Terre. Il y a aussi la vie aquatique. Donc, si la planète Hein. possède de grands océans, la vie pourrait prospérer sous la surface, évoluant potentiellement vers des organismes plus complexes. Donc, il y a comme des recettes pour la vie, si je comprends bien. Oui, oui. Mais il y a aussi des formes de vie exotiques. Donc, sur des planètes ayant des compositions chimiques différentes, la vie pourrait ne pas être basée sur le carbone, mais pourrait utiliser du silicium, de l'ammoniac ou d'autres produits chimiques au lieu de l'eau. Donc, ces planètes, c'est un peu comme des nouvelles ingrédients à la vie ou bien peut-être un nouveau four pour... Voilà. ouais. Ouais, mais en fait, pourquoi on parle de tout ça? Après tout, ces planètes sont situées à des années-lumière et nous ne sommes pas près de les visiter. Mais leur étude va bien au-delà de la simple curiosité. Elle nous permet de mieux comprendre notre place dans l'univers. En explorant ce monde lointain, nous apprenons comment les planètes se forment, à quel point les planètes semblables à la Terre sont courantes, et si la vie pourrait exister ailleurs. C'est la grande question. La recherche sur les exoplanètes stimule aussi l'innovation technologique. Les outils et techniques développés pour les détecter et les étudier ont des applications dans d'autres domaines, de la médecine à l'ingénierie. Et bien sûr, il y a l'impact philosophique. Découvrir une forme de vie ailleurs dans l'univers serait l'un des événements les plus marquants de l'histoire humaine, bouleversant notre compréhension de qui nous sommes et de ce qui signifie la vie. Vraiment, on peut y penser. Mais c'est trop intéressant. Bien sûr. Oui, mais en fait, on parle que des exoplanètes extraordinaires. Mais est-ce qu'on connaisse des exoplanètes habitables déjà? Ah bah bien sûr que oui. Il y a la Proxima Centauri b et genre elle orbite autour de son étoile mère à une distance d'environ 0,04856 UA et donc c'est équivalent à 7,264 millions de kilomètres Ah avec une ouais? période orbitale d'environ 11,2 jours terrestres. Waouh! Donc, ouais, donc elle orbite dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri,
dans la constellation Centaurus. On ne sait pas si l'exoplanète contient une atmosphère ou pas, car Proxima Centauri est une étoile flamboyante émettant un rayonnement électromagnétique intense qui pourrait priver la planète d'une atmosphère. One. Il y a une autre, la HD 5512b. Donc, c'est une exoplanète qui orbite autour de l'étoile de séquence principale de type HD 85512, située à environ 36 années-lumière dans la constellation Vela. Donc, elle a été découverte en 2011 et elle est classée comme super-Terre en raison de sa masse minimale d'environ 3,6 fois celle de la Terre. Donc, elle pourrait être habitable car elle est située dans la zone habitable, mais elle aussi peut avoir un effet de serre incontrôlable. Et enfin, j'en connais une autre, la Kepler 62f. Donc, c'est une exoplanète potentiellement habitable qui orbite autour de l'étoile Kepler 62 et elle est située à environ 1200 années-lumière dans la constellation de la Lyre. Donc, sa période orbitale dure environ 267 jours et sa distance de l'étoile est d'environ 0,718 UA, donc 107,4 millions de kilomètres, qui est similaire à Vénus. Sa taille est d'environ 1,4 fois le rayon de la Terre et sa masse est estimée d'être environ 2,8 fois la masse terrestre. Wow. Ok, donc déjà, comment on pourrait atteindre une exoplanète? Comment dans peut-être 2000 ans, 3000 ans, nos descendants pourraient marcher sur cette planète? Bah, moi, j'ai quelques idées, comme on peut utiliser des navires de génération. Donc, c'est un grand vaisseau spatial autonome dans lequel plusieurs générations d'humains vivent et meurent avant d'atteindre leur destination, mais cela pourrait prendre des centaines ou des milliers d'années pour atteindre une exoplanète. Ok. Ouais, ça pourrait Voilà. marcher. Donc en fait, peut-être ces humains évoluera pour devenir différents dans la manière génétique. Ouais, ça se peut, ou peut-être qu'ils vont décider qu'ils ne veulent plus travailler avec nous, ils vont nous abandonner. Ah ouais. Ah, ça fait The 100, si tu as jamais regardé le film, Ouais, mais bref. si. Ok, j'ai une autre idée. C'est le sommeil cryogénique, donc l'hibernation. Donc, on met les astronautes en animation suspendue pour suivre de longs voyages sans vieillir ni avoir besoin de ressources. Mais c'est plutôt un concept de science-fiction, mais qui est activement recherché à des fins médicaux et de vols spatiaux. Ah ouais, en vérité, c'est probable, parce que pourquoi pas? Oui, parce que genre, tu t'endormes et tu te réveilles sur notre planète. En fait, on se gèle comme on préserve la nourriture. Ouais, ok. Il y a aussi une autre idée, c'est la propulsion nucléaire, donc la fission et la fusion. Donc, on utilise les fusées thermiques nucléaires. Donc, ils utilisent la fission nucléaire pour chauffer le propulseur, ce qui les rend plus efficaces que les fusées chimiques. Donc, euh, ils sont fusés à fusion nucléaire. Donc, on exploite les réactions de fusion comme dans le Soleil pour produire une propulsion à grande vitesse. Et cela pourrait potentiellement réduire le temps de trajet à des centaines ou des milliers d'années au lieu de dizaines de milliers. Intéressant, intéressant. Comme, en fait, les super boosters de Star Wars, quoi. Ouais, voilà. Hyper travel. Ok, donc merci pour votre écoute aux Steve's Theories. Et puis demain, on se retrouve pour en discuter des animaux les plus rares. Donc Au merci à revoir! Steve, au revoir et bonne nuit.
À demain! À demain.